Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Cri Voix des Victimes, au nom aussi de la coordination des organisations islamiques suisses, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir le Cheikh Haj Diop, Aboukrin Diop, comme il l'a dit, professeur Boumediene, c'est le directeur de l'Institut Ghazali, aussi c'est le recteur de la mosquée Bilal à Marseille. Haj Diop, il est connu par ses activités religieuses, ses activités aussi sociales, communautaires et tout. C'est un honneur aujourd'hui de recevoir le Haj Diop pour discuter sur le rôle des imams dans les sociétés d'accueil, dans les sociétés occidentales. Quel est le rôle de l'imam dans ces sociétés pour la communauté musulmane? Rôle religieux, rôle d'orientation religieuse, rôle d'encadrement, de médiation, rôle aussi de détection de situations de radicalisation et tout. Et peut-être nous devons aussi évoquer le sujet qui oriente l'imam, qui donne un manuel de procédure, une référence à l'imam. Est-ce qu'on parle d'un imam made par la communauté musulmane, par une référence musulmane, ou aussi par des imams faits par l'État? On parle de l'islam de l'État parfois. En France, surtout, on voit de plus en plus quelques manifestations, des phénomènes un peu bizarres qui sont incompatibles avec l'islam. On voit des imams qui viennent en disant nous sommes l'islam de la France. Est-ce qu'il y a l'islam d'un État et l'islam d'un autre État? Il y a des sujets qu'il faut évoquer. Je sais qu'en Suisse, par exemple, ils ont fait le centre Islam et Société à Fribourg, mais c'est un véritable fiasco, une défaite choquante lorsqu'on voit qu'une enseignante qui se présente est présentée comme une référence qui parle au nom de l'islam. Il dit que le Coran a été inventé 6 siècles après la naissance du prophète Mohammed. C'est la défaite, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Parmi beaucoup de sujets qu'on va essayer d'évoquer avec Haj Diop. Mais avant de céder la parole à Haj Diop, j'aimerais bien céder la parole à notre ami professeur Boumediene, secrétaire général de la coordination des organisations islamiques suisses, pour prononcer le mot de professeur Farhat Afshahar qui a un autre engagement avec le Conseil suisse des religions. C'est à vous, professeur Boumediene. Merci infiniment, le président Dr Tahri. Je salue tout le monde. Merci infiniment pour votre présence aujourd'hui. Alors, au nom de la coordination des organisations islamiques suisses et au nom du président qui est absent avec nous, qui m'a chargé de vous transmettre les mots qui suivent, nous vous accueillons, Haj Diop, avec honneur et nous nous réjouissons de votre présence qui sera certainement bénéfique, une lumière, un éclairage aussi par l'expérience française, l'expérience même de la Méditerranée, parce que vous êtes quand même dans peut-être la plus grande ville de la Méditerranée qui réunit tout ce bassin humain et intra-humain de la Méditerranée concernant les questions religieuses, concernant aussi les questions culturelles et concernant aussi les questions des relations humaines. Je rappelle, Haj Diop Aboubekri, que vous êtes le directeur de l'Institut Ghazali, institut officiel, si je puis dire, de la Grande Mosquée de Paris, qui est affiliée à la Grande Mosquée de Paris elle-même, qui est membre aussi constitutif du CFCM, et par conséquent, c'est un institut qui dispense des enseignements à la fois religieux et à la fois
scientifique aussi, à la fois en corroboration, en conformité avec ce que nous entendons aujourd'hui, ce que vous entendez par rapport à l'islam en France notamment, et peut-être même en Europe, d'où cet objectif de lier les liens entre les pays. Les musulmans, ils sont dans toute l'Europe, ils sont dans le monde entier aujourd'hui. Les problématiques les concernant, qu'elles soient juridiques, culturelles ou qu'elles soient tout simplement par rapport à la praxis du culte sont innombrables et votre présence nous honore. De toute manière, professeur Afshar vous transmet toutes ses amitiés et fraternités, à nous tous d'ailleurs, et vous souhaite la bienvenue, vous souhaite aussi une très très bonne intervention, Inch'Allah. Alors, docteur Dahri l'avait précité, je voulais en préambule, beaucoup de questions agitent les sociétés, nos sociétés aujourd'hui, notamment la question peut-être de la formation des imams, la formation des conseillères religieuses. On y reviendra peut-être au moment de l'échange à la fin de votre intervention. Bien sûr, je vous cède la parole. Bienvenue à vous. Marhaban bikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lakum al-kalima, Haj Diop. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والسلام والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Salam wa rahmatullah. Professeur, je suis ravi de vous revoir. Comme je vous ai rencontré à Marseille l'autre jour, la dernière fois au mois d'avril, et votre aura et toute la science islamique que vous nous avez apportée lors de ces 2 journées de conférence nous ont beaucoup marqué. Et je pense que, Inch'Allah, ça va être en tout cas un des points importants dans ce que nous sommes en train de co-construire avec la Grande Mosquée de Paris, avec la Fédération française des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles, pour essayer en tout cas de permettre à ce que l'islam en Occident en général et en France en particulier puisse trouver un socle de paix, d'harmonie pour pouvoir s'éclore de façon tranquille. Quand on parle de l'islam aujourd'hui, c'est beaucoup d'inquiétude, d'angoisse pour les sociétés occidentales de façon générale et la société française en particulier. Et donc, ce type de rencontre-là permet également qu'on échange sur la pratique islamique, mais qu'on échange surtout sur les principes philosophiques qui fondent en tout cas la dimension de la paix, le salam en islam, et qui est quand même un des éléments fondateurs de cette religion qui a connu sa naissance dans le Golfe arabique, entre un christianisme et un peu le judaïsme, et essayer d'être une voie au milieu entre deux pour pouvoir trouver son espace. Et je crois que notre prophète l'avait bien réussi à cette époque-là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, et paix sur eux et sur lui. Je pense que si cela a pu être possible il y a déjà plus de 1400 ans, alors je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas continuer à essaimer cet islam de la sunna, cet islam de la paix, ici en terre d'Occident, tout simplement. Mais je voudrais, avant peut-être de commencer mon propos, remercier d'abord le docteur Dahri, monsieur le docteur, merci pour les mots que vous avez utilisés à mon égard. Et remercier aussi le CIOS, la coordination des organisations islamiques suisses, dans le secrétaire général, M. Ben Yahya Boumedienne, professeur, encore merci. Et en même temps, parce que je vous avais connu que sous le volet de l'Institut Kalima, maintenant je vous découvre aussi, mais cela n'est pas étonnant, un brillant esprit comme le vôtre ne peut que, en tout cas, permettre à ce que des rencontres comme avec le docteur Dahri et l'autre professeur que vous avez tout à l'heure et d'autres personnes certainement autour de vous, soit un bien
pour en tout cas cet islam de paix que nous prenons à travers l'Institut Al-Ghazali ici à Marseille, mais ailleurs partout en France, parce qu'il y en a 4 dans la région parisienne, 2 à Lille, à Marseille et à Martigues et Istres. Donc, cet institut commence à essaimer un peu partout en France, parce que la question de l'islam n'est plus une question annexe à la société française. Elle est bien ancrée au cœur de cette société, parce que c'est vrai que l'islam avait été perçu dans les sociétés occidentales, en particulier en France, comme un fait migratoire, puisque en général, ce sont beaucoup plus les migrants, notamment à partir de 1976 en France, avec la loi qui reconnaissait le regroupement familial, qui a permis que des travailleurs isolés, musulmans, puissent amener leur épouse, donc leur famille, donc leur religion, donc essayer en même temps d'avoir des revendications liées à leur pratique, parce qu'avant, ils faisaient un travail saisonnier, ils partaient, ils faisaient leur vie chez eux, mais là, les familles sont là, les gens se sédentarisent et donc commencent à vouloir pratiquer leur culte. Et ce culte-là, eh ben, il y a plusieurs rites, dont la pratique de la prière, donc dans des lieux aussi, au début dans des caves, mais maintenant aussi les gens, les familles s'agrandissent, les enfants sont dans une autre normalité et ont d'autres revendications d'espaces plus conformes à leurs pratiques religieuses. Et donc la demande de mosquées, de bâtisses conformes à la pratique de la religion, puis comme tout un chacun, on le sait, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ben quand on meurt, d'habitude il y a beaucoup au départ effectivement qui font le rapatriement des corps, mais aujourd'hui il y a aussi la demande, parce que les familles sont là, de dire nous voulons être enterrés sur la terre où sont nés les enfants, ces enfants qui peut-être pour beaucoup ne connaissent pas trop bien le pays d'origine, donc ont des droits légitimes quand le papa ou la maman décède, ben de pouvoir, comme tout musulman, y aller, se recueillir sur les tombes. Comment, si on veut le faire tous les vendredis, comme la coutume nous le permet dans notre religion, on ne peut pas se déplacer, même si peut-être Alger n'est pas très loin de Marseille, mais quand même toutes les semaines y aller, ça devient onéreux et des fois pratiquement impossible. Donc la revendication des carrés musulmans dans les cimetières. Donc vous voyez, petit à petit, il y a des espaces qui font que il faut qu'à la fois les responsables musulmans que vous êtes, que nous sommes à notre modeste place, puissent porter cette voie-là de l'islam et en même temps rassurer, travailler avec les autorités administratives et étatiques pour que ces demandes-là ne soient pas perçues comme des revendications qui dépassent les limites. Non, ça rentre dans une normalité de foi, de pratiques religieuses, tout simplement. Voilà, donc, et pour juste aussi me présenter, moi je suis arrivé en France il y a à peu près 42 ans. Je suis né sur les bords de l'Atlantique, en Afrique occidentale, donc le Sénégal, terre aussi où beaucoup de grandes familles religieuses sont nées. Je suis on va dire, de courant sunnite, donc je suis tijani, comme beaucoup de Sénégalais. Il y a des confréries mourides, des confréries tijanias, des confréries hadriya, des confréries laïennes, enfin une diversité, des confréries aussi du nord du Sénégal aussi qui sont des peuples de toutes couleurs. Donc une diversité spirituelle, mais qui convergent tous vers le tronc commun qui est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le livre saint, le Coran. Donc, quelles que soient les branches que nous suivons, par habitude, par conviction, par pratique familiale, eh ben, nous convergeons en tout cas vers le même Dieu, l'unicité de Dieu, le même prophète, la même direction de prière, les mêmes rites liés à notre pratique islamique, le même livre et en même temps aussi la croyance, en tout cas, après la mort, en tant que musulman, de réaliser des choses qui sont pratiques et utiles à la communauté, à nous-mêmes et ensuite à la communauté pour espérer demain être en tout cas parmi les élus d'Allah auprès de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Donc, né à Dakar,
j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études là-bas. Je suis d'une famille parce que l'Afrique était aussi un continent où l'animisme a dominé, hein, l'Afrique noire. Donc, on a croisé ces religions parce que des gens l'ont apporté, que ce soit les religions catholiques, avec l'introduction de la colonisation, des premiers prêtres, avec les colons qui arrivaient, mais en même temps aussi l'islam qui est rentré au 7e siècle en Afrique, à travers la Méditerranée d'abord, et ensuite qui s'est prolongé vers l'intérieur de l'Afrique, et notamment les premiers pays atteints ont été le Mali, le Sénégal, donc les limitrophes de la Mauritanie, du Maroc, de l'Algérie. Donc, et c'est comme ça aussi que nos parents se sont convertis, mais arrière-grands-parents ont été parmi les premiers convertis. Et dans le village traditionnel et familial, qui s'appelle le village de Serigne. Serigne en Wolof, en sénégalais, ça veut dire celui qui est musulman. Mon arrière-grand-père a été un des premiers convertis de l'islam et qui avait fait de son village le village des convertis. Et donc, toutes les personnes qui s'étaient converties à l'islam, lorsqu'ils étaient malmenés dans leur tribu, venaient se réfugier dans le village de Déni Demba Kodu Diop, mon arrière-grand-père. Et ce qui fait que ce village-là est depuis très longtemps un village multiculturel où toutes les communautés culturelles coexistent ensemble, donc du vivre ensemble, tel que l'islam l'avait déjà préinscrit dans ses fondamentaux. Et parce qu'il a pu négocier, mon arrière-grand-père, avec les colons pour la création de l'école normale William Ponty qui fermait les premiers cadres africains, ça s'est fait sur cette terre, et pour accepter leur demande, il leur a dit, vous m'autoriserez aussi à construire une mosquée. Donc, comme ils avaient besoin de cet endroit pour faire l'école normale William Ponty de Sébikotane, donc le village d'origine de mon arrière-grand-père qu'il a fondé, on lui a autorisé de créer le premier centre islamique là-bas. Et donc, voilà aussi comment l'islam est rentré dans la famille. Et petit à petit, bon, mon père, mes grands-parents, nous-mêmes, eh bien, nous sommes dans une tradition d'un islam, en tout cas, sunnite. Et je suis venu en France comme étudiant. Et puis, la préoccupation était beaucoup plus universitaire qu'autre chose. Quand on est jeune, on a sa vie de jeune. Et il faut que ça se fasse. Comme on dit, il faut que jeunesse se fasse. Donc, et petit à petit, j'étais beaucoup plus dans le milieu universitaire, étudiant, associatif, et donc je m'occupais socialement de plein de choses dans le milieu étudiant. Et mes études en sociologie m'ont conduit aujourd'hui à être, mon métier c'est directeur de centre social. Je suis donc directeur de centre social et je le continue encore jusqu'en début d'année prochaine où je vais faire valoir mes droits à la retraite. Et en même temps, parallèlement, depuis quelques années, 3, 4, 5 ans, je m'occupe justement de la mosquée Bilal, qui est donc une mosquée qui se trouve à Marseille, qui est gérée par la FAYACA, la Fédération française des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles, fédération qui a été créée par feu Cheikh El Haj Moussa Touré, qui est un éminent islamologue qui a beaucoup servi l'islam en France, qui a été un grand partenaire de l'islam en Afrique, mais surtout en France, et qui a beaucoup travaillé avec la Grande Mosquée de Paris pour en tout cas faire en sorte que cette grande mosquée-là s'ouvre vers des horizons aussi divers que l'islam oriental, que l'islam méditerranéen, mais qu'elle prenne aussi en compte les réalités sociologiques de cette Afrique subsaharienne avec des pratiques aussi qui sont des pratiques religieuses mais qui sont un peu voilà, nuancées par rapport au rite d'un islam tel qu'on le connaît à sa naissance ou tel qu'on le connaît en Orient. Voilà, donc cet homme a beaucoup fait et la FAYACA, aujourd'hui cette fédération, a 4 grandes missions, à la fois la gestion des lieux de culte comme la mosquée Bilal à Marseille ou d'autres mosquées dans la région parisienne. Il a aussi le développement des instituts de formation, comme donc cet institut qui est actuellement l'Institut Al-Ghazali, l'annexe de l'Institut Al-Ghazali à Marseille. Une de ses 3e missions, c'est tout ce travail sur la vulgarisation de la pratique religieuse auprès
des couches les plus fragiles, c'est-à-dire les jeunes, travailler avec eux, être en corps avec eux et être aussi dans les milieux populaires, parce que dans ces milieux-là, effectivement, les questions sociales sont tellement âpres que les gens, des fois, prennent un peu de distance avec leur foi, avec leur pratique religieuse. Et donc, le rôle aussi de la Fayaka, c'est de travailler, de rencontrer ces jeunes, de faire presque du corps à corps avec eux pour la vulgarisation, en tout cas, du Coran et des pratiques religieuses. Et même, c'est pour ça que nous avons travaillé en partenariat avec un jeune, le jeune Rudy, qui est un jeune converti, pour travailler autour d'une application qui traduit le Coran dans les langues africaines. Donc, le Soninké, le Bambara, le Socé, le Manding, le Swahili. Et là, depuis fin juillet, on était dans ce travail-là avec lui et il vient d'être traduit en langue Wolof, donc au Sénégal. Oui. Donc, c'est la 6e ou 7e langue par laquelle le Coran a été traduit dans ces langues africaines. Donc, la Fayaka soutient aussi ce type d'initiative, ce type de travail pour que l'islam aussi intègre à la fois, non seulement par le rite, parce que le rite, il est quelque chose de mécanique, de mémotechnique, mais aussi par la dimension de la spiritualité, qui est un élément essentiel. C'est un peu comme le travail que vous faites quand même à travers l'Institut Al-Kalima, qui travaille un peu sur ces questions du langage, parce qu'il faut aussi que le langage puisse permettre à l'être de ressentir toute la substance du discours qui lui est donné. Donc, le traduire dans les langues d'origine, c'est quelque chose qui nous permet de mieux ressentir la spiritualité, même si le cœur spirituel, le Coran intègre le cœur de façon générale, et ça, c'est à la grâce d'Allah. Mais en même temps, si le langage aussi permet à la personne de mieux cerner, de mieux comprendre, de mieux appréhender la finesse et la subtilité aussi du contenu, eh bien, ça ne peut qu'augmenter sa foi. Et donc, c'est pour ça qu'aussi nous travaillons sur cette vulgarisation de l'islam à travers les langues africaines. Et aujourd'hui, donc, nous sommes ravis que cette langue africaine, que le Coran soit traduit dans ces 7 langues africaines dont je viens de vous dire tout à l'heure. Et en même temps aussi, notre 4e mission en tant que fédération française des associations islamiques d'Afrique. Est-ce que vous avez le nom de cette application pour que... Oui, ça s'appelle Kate. Q-A-T. Voilà, Quran Application Translate. Merci. Éventuellement, je remettrai au professeur le lien et l'application pour que vous puissiez aussi, à votre niveau, développer ça. Donc, voilà. Et le jeune, d'ailleurs, je le mettrai en contact avec Cheikh parce qu'on doit travailler aussi sur ce partenariat dont je parlais tout à l'heure. Hein. Voilà. Et aussi, le 4e axe de notre travail en tant que fédération, c'est en même temps d'être aussi avec les institutions de la République, qu'elles soient françaises, européennes ou internationales. Eh bien, c'est un devoir aussi pour nous d'accompagner la présence de l'islam avec les musulmans, mais aussi avec les États qui accueillent, en tout cas, des populations musulmanes, pour aussi travailler avec eux les lois, pour que ça soit en conformité aussi avec notre pratique de la foi. Donc, le travail de partenariat et le travail de dialogue avec les institutions et l'administration, c'est aussi une partie de notre mission que nous nous sentons le devoir d'accomplir pour permettre aux musulmans d'un pays de pouvoir s'installer et de pouvoir travailler dans la tranquillité. Notamment, on commence à faire un travail avec la préfecture sur la mise en place des conseils régionaux du culte musulman, des conseils départementaux du culte musulman, en tout cas de travailler avec les mairies aussi sur la mise en place de carrés musulmans, d'être un peu des fédérations porteurs de ce discours-là pour permettre à ce que chaque musulman, en tout cas, puisse vivre sa foi dans la sérénité, dans la paix, dans le respect aussi d'autrui et dans le vivre ensemble. Voilà un peu les 4 axes sur lesquels notre fédération travaille. Et donc, ce que je voulais vous dire en introduction. Et pour en revenir à la formation des imams, parce que c'était un peu le thème global de imams et conseillères religieuses, les fonctions et leurs missions
pour la société, pour les sociétés occidentales. C'est vrai que l'imam, dans nos pays d'origine, a une fonction multiple. Et ici, dans un cadre de loi, notamment en France, dans un pays dit laïque, la question religieuse ne peut pas être appréhendée de la même façon qu'au Sénégal, qu'au Mali, qu'en Algérie ou dans d'autres pays. Donc, ici, il y a effectivement le contexte de la loi 1901 ou la loi 1905, qui structure un peu notre organisation au point de vue juridique, donc avec un conseil d'administration, des gens que reconnaissent l'État, le conseil d'administration, et puis l'imama qui est là. Mais en même temps aussi, on travaille aujourd'hui avec le gouvernement français, depuis que le président de la République, M. Macron, il y a à peu près, je crois, 1 an, avait fait un discours dans le nord-est de la France en disant, avec toutes les attaques djihadistes dont on a parlé, qui ne sont pas seulement du fait de l'islam, hein, mais qui sont du fait, des fois, des individus isolés, mais qui, avec le mot Allah Akbar, ben, qui veut dire beaucoup de choses pour nous musulmans, mais qui pour eux, ben, c'est une insulte. Alors, il avait demandé d'arrêter de faire venir des imams de pays étrangers comme la Turquie, des imams qui venaient d'Algérie, des imams qui venaient du Maroc, qui ont rempli leur mission, hein, bien, mais qu'à partir de 2024, donc dans 2 ans, ces contrats-là n'auraient plus lieu d'être. C'est dans ce sens-là que la Fayaka, la grande mosquée de Paris, ont travaillé sur un partenariat, en tout cas, pour permettre qu'il y ait, avec la Grande Mosquée de Paris, des annexes qui soient ouvertes un peu. Ici, à Marseille, en tout cas, avec notre mosquée Bilal, l'annexe, c'est pour former les imams et les morshidettes pendant 3 ans. C'est un cycle de 3 ans qui se passe les week-ends, dont la fonction de l'imam, c'est d'être un guide religieux, dans le sens théologique de l'islam, et en même temps, il a des missions théologiques et spirituelles, mais aussi des missions sociétales, hein, parce que aussi, nous sommes dans une société, les gens aussi agissent et en même temps vivent dans une société avec des règles qui sont différentes des règles dans un État islamique et parfois veulent être en phase avec leur foi. Et donc, la mission de l'imam, c'est d'essayer de conseiller, de dialoguer, de jouer presque un rôle de psychologue pour permettre à ce que des gens soient apaisés dans la société qu'ils vivent, en même temps du point de vue doctrinal, mais en même temps aussi du point de vue des rites et des coutumes dans un pays. Donc, la mission est multiple, la fonction est unique, c'est un guide religieux qui dirige des prières, qui dirige des cérémonies liées à notre rite, les naissances, comment on donne un nom, le mariage, comment ça se passe dans la sunna, quand quelqu'un aussi nous quitte cette terre, comment aussi on doit préparer le corps et l'âme pour rejoindre un peu Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Donc, ce guide religieux doit être formé au mieux possible pour appréhender ces questions-là, les questions religieuses et l'apprentissage, en tout cas, de fonction de l'imam, aussi sur le terrain. Et donc, vous voyez que l'objectif est simple, c'est d'avoir des personnes qui, à partir de la France, soient aussi bien formées que les imams que nous recevions de l'étranger pour aider les musulmans ou les convertis, en tout cas les musulmans de façon générale qui vivent dans les pays européens occidentaux, de pouvoir en tout cas accomplir leur foi, leur religion dans la paix, dans la sérénité et aussi dans le respect des règles et des lois du pays qui les accueille. Donc l'imam doit aussi être formé à la fois sur l'enseignement fondamental du Coran, sur l'enseignement fondamental de la pratique de la foi, mais en même temps aussi, il y a des matières annexes qui sont liées au droit français, qui sont liées aussi à tout ce qui est le droit musulman, permettent en tout cas à l'imam, au-delà de la dimension théologique, d'être aussi quelqu'un qui soit formé sur un peu le droit français, parlant de la France. Le droit français, si peut-être on était à Zurich, un pays magnifique que je n'ai pas eu l'occasion encore de visiter, mais j'espère un jour pouvoir le faire, mais en tout cas aussi de s'adapter au droit suisse ou au droit de pays, en tout cas d'accueil. Donc, je pense que tout cela
fait partie des fonctions de l'imam, fait partie des missions de l'imam. Il y a un enseignement fondamental sur 4 disciplines que nous recommande la Grande Mosquée de Paris dans la formation que nous avons tous les week-ends, parce que ces étudiants qui sont chez nous continuent de travailler dans la semaine. Hein, c'est des gens qui travaillent, parce que c'est important aussi pour nous de montrer que l'imam aussi n'est pas un être qui est au-dessus des autres, n'est pas un être n'est pas un extraterrestre, c'est quelqu'un qui vit avec les réalités de son entourage, de sa vie, de ses concitoyens. Il va au travail et le week-end, ils viennent se former chez nous, formés par d'éminents professeurs qui sont déjà titulaires de certains chairs. Et donc, l'enseignement fondamental, c'est tout ce qui est la mémorisation et la récitation du Coran, c'est tout ce qui touche à la langue arabe, la connaissance de la langue arabe, vocabulaire et grammaire, les fondamentaux de la jurisprudence, de la famille, des cultes, des successions, et en même temps aussi sur les 4 grandes écoles juridiques. Ça, c'est le socle commun des 3 années sur lesquelles on ne peut pas échapper, c'est-à-dire ces 5 matières constituent le substitut vraiment fondamental de l'enseignement. Après, autour de ces grands chapitres de formation, il y a des chapitres annexes comme le dogme en islam, comme les sciences du Coran, comme aussi l'interprétation et le commentaire qu'on peut avoir sur le Coran, les terminologies du hadith, que ce soit aussi la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit aussi sur l'art du discours, que l'imam doit maîtriser lorsqu'il dirige les prières de Juma ou d'autres prières, que ce soit les raisonnements et méthodologies de la recherche, parce qu'un imam aussi doit consacrer du temps à sa propre recherche, à améliorer sa connaissance en dehors de la formation. Donc, on leur donne aussi les outils et qui les prépare et qui continue de les aider à la formation, à la suite, après leur formation, etc., etc. Donc, voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur la formation des imams que nous avons, le socle commun qui est constitué des 5 matières dont je viens de parler tout à l'heure, et puis des socles, des matières annexes qui sont autour de ce socle commun, de ce tronc commun, qui permet à ce que chacun se spécialise peut-être dans un domaine singulier. Globalement, voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur cette formation. Je suis à l'écoute aussi de questions qui pourraient m'aider à mieux étayer l'explication ou en tout cas le raisonnement. Et puis, cette année, par exemple, nous avions eu 21 personnes qui se formaient, dont 14 hommes, donc imams, et 7 morshidat, 7 femmes qui sont venues donc se former chez nous. Et pour la rentrée prochaine, nous aurons, pour l'instant, nous avons environ une dizaine d'inscrits pour la prochaine première année. Et donc, l'année universitaire prochaine va commencer début octobre. Et donc, nous sommes encore ouverts sur les candidatures pour pouvoir accueillir tout le monde et préparer en tout cas les générations. Et vous l'aviez dit, docteur, tout à l'heure, l'islam de France ou pas. Oui, effectivement, parfois on dit l'islam de France. Il n'y a qu'un seul islam, naturellement, mais la France est un pays laïque qui est différent peut-être d'autres pays, en Angleterre ou ailleurs, où la laïcité n'est pas si prégnante. Donc, on fait en sorte que cet islam-là, qui soit en Arabie Saoudite, au Maghreb, en Afrique subsaharienne, en Europe, en Occident et en particulier en France, ce soit le même islam, mais qui s'adapte aussi aux réalités, parce que l'islam aussi, c'est de s'adapter à son environnement, c'est de faire en sorte qu'il y ait les fondamentaux, mais au-delà des fondamentaux, on essaie aussi de prendre les contours du pays d'accueil pour essayer de s'adapter au mieux pour que cet islam-là ne soit pas perçu comme un ennemi, mais plutôt comme un partenaire aux côtés d'autres religions, judaïques, catholiques, protestantes, bouddhistes, parce que toutes ces immigrations cohabitent autour de nous. Il n'y a pas de raison que l'islam aussi ne puisse pas s'adapter. Et c'est pour ça que quand on dit l'islam de France, ce n'est pas un autre islam qui est né, mais c'est le même islam, mais qui s'adapte dans les réalités du terroir sur lequel ces populations sont fixées. Merci beaucoup, Cheikh Diop. Merci pour votre présentation méthodologique qui est assez riche
Et je vous avoue quelque chose, en France, c'est mieux organisé qu'en Suisse, hein. On travaille souvent avec notre cher ami depuis 2 jours. Il a été avec nous, avec Inès Safi, notre cher ami docteur Ghal Benchir, président de la Fondation d'Islam de France. Et on sent qu'il y a une dynamique associative et structurelle menée par les musulmans. Contrairement en Suisse, on sent un peu de tentatives de manipulation, de tutelle, de domination d'une langue pragmatique de business, surtout au niveau de radicalisation, etc. On voit beaucoup de gens qui viennent pour parler de l'islam, des sociologies de l'islam, etc. C'est pour cela qu'on invite le 30, professeur Sari Hanafi, président de l'Association internationale de sociologie des religions, pour nous parler de relations entre la sociologie et l'islam, parce qu'il y a beaucoup d'interférences un peu bizarres entre des sociologues qui aiment parler, expliquer l'islam sans connaître l'islam, comme un sociologue qui a dit que le Coran a été inventé 6 siècles après la naissance du prophète. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et on présente ces gens comme des experts en islam. Et on marginalise les structures islamiques. Contrairement en France, vous avez beaucoup d'initiatives, vous avez beaucoup de rôles. Lorsque j'entends qu'est-ce que vous êtes en train de faire, hein, vraiment, je m'incline par respect, par considération, par reconnaissance pour ce rôle. Il y a quelque chose qui a attiré ma attention, c'est ces tentatives d'amélioration et de modernisation du discours religieux avec les jeunes. Avec les jeunes, c'est le défi de l'imam dans les pays d'Occident, c'est de parler avec les jeunes en utilisant des méthodes linguistiques différentes que les autres générations. Qu'est-ce que vous pensez, Haj Diop? Oui, vous savez, je pense que aussi les sociétés occidentales, et en particulier la France, parce que je vis en France, je ne connais pas trop bien la réalité des autres pays européens, mais ce que je peux dire de la France, c'est vrai que pas mal de jeunes sont en France, des jeunes d'origine diverses, donc musulmans pour certains. Ces jeunes-là aussi peuvent avoir connu la déception ils ont fait un parcours scolaire brillant avec des collègues, peut-être pour des faits de racisme, pour des faits de discrimination, ne sont pas aussi au niveau social élevé, contrairement à leurs camarades qu'ils voient peut-être d'autres ethnies, si je peux parler. Et donc ça a créé beaucoup de révoltes. Et les gens, malheureusement, parfois, se réfugient dans cet islam de Google, cet islam Internet. Voilà, l'imam Google a un discours préfabriqué pour ce type de jeunes et donc les mène vers des voies de garage, vers des voies de révolte. Vous parliez à votre introduction de radicalisation. Ces phénomènes-là sont des phénomènes récents et ça touche en général pas le jeune du milieu populaire qui est un peu, entre parenthèses, largué, mais ça touche cette radicalisation des jeunes qui étaient dans une société normale, qui avaient fait de brillantes études, qui étaient dans des situations administratives acceptables, mais qui se sentaient brimés, pas très reconnus par la société malgré les efforts qu'ils ont faits du point de vue universitaire et scolaire. Et donc ces jeunes, généralement, se sont radicalisés, se sont révoltés et malheureusement, ça a créé un peu ces choses qu'on a entendues ces années passées. Et le travail qu'on a à faire, c'est d'essayer de leur montrer d'abord que l'islam n'est pas une voie pour faire la djihad. Il y a d'autres façons de faire. Les djihad au temps classique sont allés, entre parenthèses, terminés. Il y a d'autres formes de djihad et d'essayer, en tout cas, de montrer une image d'un islam
tolérant, d'un islam ouvert, malgré les difficultés sociales, on peut quand même continuer de vivre une vie harmonieuse avec les autres et que c'est pas parce que j'aurais eu de la haine contre mon voisin que mon sort, pour autant, se serait rétabli. Donc, il faut retravailler un peu, déconstruire ce qui fait radicalisation, parce que pour se radicaliser, en général, ils sont focalisés non pas sur une dimension religieuse. La dimension religieuse n'est que l'outil qui permet d'exprimer cette haine, cette colère, mais c'est plutôt, ils se focalisent sur une vie matérielle. Et c'est là qu'il faut déconstruire en leur disant ce matériel que vous visez parce que vous avez envie d'abondance, vous avez envie de luxe, mais pour la foi musulmane, eh bien, il y a d'autres choses qui sont plus importantes que ça. Et c'est peut-être ce travail-là qu'on peut accompagner avec les jeunes qui font qu'ils peuvent continuer d'espérer de vivre mieux parce que le progrès humain aussi est là pour tout le monde. Mais en même temps, leur dire le plus important, après tout, c'est d'essayer d'accepter d'être ce que nous sommes, de ce que Allah nous a accordé comme bénéfice sur cette terre et de s'occuper aussi du mieux qu'on peut, cette djihad-là, de s'occuper des lieux de prière. Parce que je parlais tout à l'heure en disant que nous travaillons beaucoup sur tout ce qui est succession. Dans la vie, on leur dit souvent, et quand je croise des jeunes, c'est le discours que je leur tiens parfois, en leur disant, tout ce que vous avez comme bien matériel, c'est quelque chose qui aura une succession que le Coran a définie. Pour vous, vos enfants auront ceci, votre épouse aura ça, ou pour l'épouse, son mari aura ci, etc. Le seul bien matériel que nous voyons sur terre et que personne ne peut obtenir comme valeur de succession, ce sont les mosquées. C'est pourtant des hommes qui le construisent. C'est pourtant des hommes qui mettent leur argent, mais c'est le seul espace, le seul bien matériel visible à l'œil sur lequel, dans le Coran, Allah ne dit jamais comment on peut le transmettre en succession. Donc, c'est leur dire l'importance des valeurs immatérielles et cette importance-là pour le musulman. On perd... Il y a des ruptures, Cheikh Diop. De vivre en... Oui, j'entends. Oui. Et il y avait des ruptures. Cheikh Diop, vous êtes encore avec nous, hein? Oui. Oui. Allô? Oui, Cheikh Diop. Oui, il y avait des ruptures. Voilà. J'aimerais bien ajouter une autre question, s'il vous plaît, Cheikh Diop. Oui. Pour ne pas... aussi quelque chose qui m'a été remarquable dans votre présentation, si votre travail, votre concentration sur l'autonomie structurelle et administrative et financière des mosquées, et surtout couper les liens avec les ambassades et les régimes politiques. Exactement. Nous savons tous, je vous dis ça, je suis un homme libre, alhamdoulilah, je vous dis ça, nous savons tous que la Turquie et le Qatar, ils essaient d'imposer un exemple d'islam politique. Un islam politique basé sur le double discours, sur la haine et tout. Nous savons que ces deux régimes sont dangereux pour les musulmans et pour les musulmans dans les pays musulmans et pour les pays occidentaux. Aussi, j'aimerais vous poser une question aussi sur l'agrément d'être imam, un agrément d'être imam. La vérité, nous respectons les femmes, etc. Mais par exemple, je vois un phénomène, une femme qui se peut être imam. Bon, il est libre, dans une vie libre, etc. Mais la vérité, la pauvre, ils ne savent rien de l'islam. Lorsque j'entends des choses, j'ai dit, ils ne savent rien de l'islam. C'est quoi ça? Ce n'est pas la comédie, l'islam. Ce n'est pas la comédie, c'est une religion à respecter.
C'est pas la comédie, hein. C'est pas la comédie. Lorsque j'entends ces gens, je dis c'est l'islam politique d'une autre dimension. C'est pas l'islam politique wahhabite, qatarite, turquie. C'est l'islam politique rien que pour ruiner l'islam et pour affaiblir l'islam. Lorsque je vois une femme se disant imam, ils disent du n'importe quoi. Hein. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Merci, monsieur. Je comprends. Je comprends. Enfin, normalement, quand le verset Iqra bismi rabbika est descendu, il n'est pas descendu pour uniquement le genre masculin. Il est descendu pour l'ensemble du genre humain. Donc, qu'on soit femme ou homme, le devoir d'apprendre est un devoir utile et nécessaire et presque une obligation pour le musulman ou la musulmane. Mais c'est vrai que être imam femme dans nos pratiques, vraiment, ce n'est pas quelque chose, en tout cas, que nous avons connu dans nos traditions. Donc, ça n'existe pas pour nous. Excusez-moi, ça n'existe pas pour nous, parce que quelqu'un essaie de me joindre. Et ça n'existe pas pour nous. Donc, les femmes ont le même type d'enseignement que les hommes chez nous dans l'Institut Anas Al-Ghazali. Le même corpus, les mêmes questionnements, la même exigence que nous avons. Il n'y a pas de niveau différent. Les hommes pourront prétendre, et ça c'est notre foi qui est comme ça. Sous condition de maîtrise, condition de maîtrise de l'État. Oui, bien sûr, elles font de la recherche. Il y a une ou deux, dont une que connaît bien le professeur Ben Yahya Boumediene, qui fait de la recherche hautement qualifiée sur les textes islamiques. Donc, dernièrement, je m'excuse, dernièrement, on a reçu, par exemple, Inès Safi, on a reçu Malika Hamidi aussi, on va recevoir Madame sur le voile, Monsieur Boumediene. Laurence Lécuyer. Oui, mais avec une maîtrise, Oui. Il faut, pour parler des choses, il faut les maîtriser. Ce n'est pas valable que dans l'islam, c'est valable dans tout. Sinon, on égare les hommes et c'est une responsabilité devant Dieu. Donc, je pense que les femmes qui sont formées, en tout cas chez nous, dans les fonctions de Moushidat, en général, se prédestinent au métier d'aumônière, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les prisons, que ce soit dans les lycées, que ce soit à l'armée, parce que là-bas aussi, il y a des gens qui exercent un métier ou qui vivent des situations et qui ont besoin qu'on les rassure, qu'on les conseille par rapport à des soins qu'ils doivent faire, par rapport à ce que dit la religion. Par exemple, si c'est le moment du Ramadan, est-ce que je peux ne pas, je sais pas moi, faire mon Ramadan parce que j'ai des traitements à suivre, médicaux. Donc tout ça, il y a nécessité parfois d'en échanger avec un guide religieux. Et en général, les femmes qui sont formées chez nous ne vont pas dans l'imamat, sont plus orientées vers ce type de métier. Et en même temps aussi, ça leur sert d'éduquer leur famille. Parce que aussi, l'éducation religieuse, quand les papas sont au travail, en général, les mamans, si elles sont plus à la maison, en tout cas très proches des petits-enfants, elles aussi, elles peuvent continuer ce type d'enseignement reçu à l'annexe chez leurs petits-enfants, ou des fois même, moi j'autorise beaucoup les mamans, viennent avec leurs enfants, même s'ils sont dans la mosquée qui s'amusent, c'est un environnement, c'est un espace qu'ils découvrent et petit à petit, ils voient les règles, la dimension mémotechnique, parce que quand on fait les prières, pourquoi vous allez toucher l'eau? C'est des questions d'enfants, musulmans, mais ils ne savent pas pourquoi les ablutions. C'est l'occasion d'expliquer. Ils voient le rite, comment on pratique, pourquoi cette direction, pourquoi tout le monde fait le même geste. Donc tout ça prépare l'enfant et qui mieux que les mamans à bas âge, quand elles ont ces connaissances-là islamiques, qui mieux que les mamans sont préparées, en tout cas, à aider les générations futures à embrasser l'islam dans la tolérance et dans la paix. C'est pour ça que je pense que ces annexes-là doivent s'ouvrir fondamentalement aux femmes. Nous, on fait en sorte qu'il y ait toujours, en tout cas, un tiers de présents qui soient féminins. Dans la mosquée, je fais toujours en sorte aussi qu'il y ait un espace réservé aux femmes comme lieu de prière,
le vendredi, les jours de la semaine, parce que je pense que c'est important pour nous qu'il y ait en tout cas cette conjugaison du genre pour nous permettre un peu de montrer à la fois que le genre humain est double, hein, et que de cette éducation qui se fait à deux, les femmes dans les conférences, dans les rencontres, nous disent des choses qui aident les imams aussi à se questionner, à aller plus profondément dans la recherche, parce qu'il y a des femmes extraordinaires dans les dynasties fatimides et autres qui ont fait des choses extraordinaires pour l'islam en matière d'aide, de dons, de plein de choses. Et je pense qu'aussi, c'est important aussi de... Là, nous, d'ailleurs, la Fayaka veut faire l'éloge de la place de la femme dans l'islam depuis les textes, depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui. On fait un concours d'écriture ou de recherche autour de la place des femmes dans l'islam. Et je crois que c'est important, c'est méconnu, parce qu'on voit les femmes, quand elles sont voilées, on pense que c'est la domination. Quand elles sont ceci, c'est de la domination. Non, il y a une façon d'être de la femme musulmane vis-à-vis de sa foi et qui est en dehors de toute domination de l'homme ou d'une pratique religieuse archaïque. Non, non, je crois que c'est comme ça. Moi, dans mon enfance, j'ai vécu j'ai connu des prêtres et des sœurs qui, aujourd'hui, ça me rappelle le voile que mettent les femmes musulmanes aujourd'hui. Elles étaient habillées de la même façon, ça n'a jamais choqué. Pourquoi aujourd'hui, quand c'est comme ça choque? Voilà, donc tout ça aussi, c'est un travail d'explication. Les associations que nous représentons, de la loi 1901 et la loi 1905, quand je disais tout à l'heure, le travail que nous devons faire avec l'administration, c'est aussi dans cet accompagnement, à la fois leur dire que l'islam, ce n'est pas seulement le mouvement djihadiste dont on parle beaucoup médiatiquement, mais c'est aussi des milliers et des milliers de gens qui vivent dans la tranquillité absolue dans les sociétés et qui amènent une autre vision aussi de la spiritualité, différente de celle qui est ancrée en Occident, le catholicisme, etc., mais qui a apporté beaucoup à la civilisation humaine. Les sciences islamiques ont beaucoup apporté dans tous les domaines, à la société occidentale et à l'universalité même. Je pense que voilà, toutes les sciences, que ce soit du langage, la richesse du vocabulaire et de la grammaire arabe est une des dimensions de ce langage, les sciences médicinales également, les sciences à tout point de vue, l'espace, les géographes El-Bekri ont dit des choses extraordinaires sur la géographie et sur l'espace. Donc, voilà, donc il y a plein de choses, Averroès, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas beaucoup, mais que l'apport de alors peut-être, Haj Diop, si vous permettez, Jazakumullah kulla khair, merci infiniment, tous ces éclairages et cet échange extrêmement riche avec Dr Dahri. Il y a certainement des questions auprès des participants, du public qui est présent avec nous. Je vois d'abord, d'ailleurs, la doctorante, je crois, Lala Aqila, souhaiterait poser une question. Oui, à vous la parole, Lala Aqila. Merci beaucoup, Sidi Diop, pour cette riche présentation. Je voulais rebondir sur un point important sur la formation donc, des imams et des mourchidettes ici en France, donc sur l'islam en France, parce que je revendique l'islam en France et non l'islam de France. Je ne suis pas d'accord avec... Je suis donc stagiaire et étudiante à la formation El Ghazali. Je participe donc au cours. Je ne suis pas d'accord avec la totalité de la charte, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses très importantes et très bénéfiques. Je voulais rebondir sur un seul point, Sidi Diop, que vous n'avez pas pu approfondir. C'est en fait le statut d'imam. Il y a 3 niveaux dans le statut d'imam, vous ne l'avez pas évoqué, je pense que c'est assez important. Il y a 3 niveaux dans le statut d'imam. Donc l'imam qui dirige les 5 prières quotidiennes, l'imam l'imam qui dirige le prêche du vendredi et la salat et Jumu'ah, mais il y a aussi l'imam chercheur, question fondamentale en théologie. Ce 3e niveau d'imam chercheur est vraiment aujourd'hui une question primordiale
C'est-à-dire c'est une dimension de la formation qui est nécessaire de développer davantage, car aujourd'hui, comme vous disiez, la génération à venir, ce sont des enfants de la République française. Et on doit conjuguer religion, droit français et laïcité. Voilà. Donc, c'était pour mettre en avant cette dimension de la recherche. Merci beaucoup, Lalla Aqila, merci beaucoup pour… alors, je laisse la parole. Je vous prie, Haj Diop, d'être vraiment concis et précis parce que le temps nous presse et comme ça, on donnera l'occasion à d'autres de poser leurs questions et d'interagir avec vous. Merci beaucoup, professeur. Je voudrais remercier sœur Aqila. Effectivement, elle vit au cœur de cette annexe et au cœur de cette formation où elle apporte beaucoup sur ses compétences universitaires. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que les femmes ont une place prépondérante et extrêmement importante parce que quand on dit Iqra, c'est tout le genre humain que ça touche, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, etc. Donc, elle a raison d'évoquer effectivement le statut des imams, qu'on est en train de continuer de travailler. Il y a une fiche technique qui se prépare. Et c'est vrai que tout cela vient en même temps pour la France également. Donc, je suis en accord avec ce qu'elle a dit, sans plus. Et il faut effectivement qu'on travaille la question de la recherche islamique, parce que c'est important aussi en France que cette recherche se développe, pas que dans les pays, pas en Orient seulement, mais en Occident, et en particulier en France, un État laïque. Comment faire aussi pour travailler la question du droit coutumier, du droit local, du droit administratif et institutionnel, et les questions aussi du fiqh, de ce que la religion autorise ou pas pour le musulman qui vit en France. Et elle a raison, et elle nous aidera certainement dans cette réflexion dans les années qui viennent. Certainement, cher professeur Haj Diop, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je voyais beaucoup de frères et de sœurs. Oui, alors, cher Frédéric, à vous la parole. Question précise pour Haj Diop. Jazakumullah kulla khair. Salam alaikum. Je voulais savoir, peut-être aujourd'hui on parle de laïcité en islam de France et tout ça, mais moi je sais que ça fait quand même depuis l'âge de 21 ans que je suis rentré dans l'islam. J'ai essayé de rentrer dans une association pour faire justement construire une mosquée et ça a donné beaucoup de dilemmes, beaucoup de problèmes. Ce n'était pas du côté français qu'on avait le problème, c'est pas la France, c'est pas la laïcité, c'était un problème interne avec le niveau de la communauté musulmane. Il y a de dissensions par rapport entre musulmans, que ce soit entre communautés algériennes ou tunisiennes. Aujourd'hui, pourquoi vous focalisez sur algériennes et tunisiennes? Non, parce que pas qu'ils se sentent… Oui. Non, mais de tout, tunisiennes, toutes les confessions qui se rassemblent en tant que… Il y a eu beaucoup de dissensions pour qui allait justement détenir cette mosquée-là. Alors, le problème de la chance, comment on possède déjà par les communautés musulmanes elles-mêmes. L'imama, c'est une chose, mais je pense que quand même, comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on arrive à ce genre de situation-là, les imams, eux, ne mettent pas leur grain de sel pour arranger ce problème de dissension entre les communautés? Allô? Oui, Haj Diop, à vous la parole. Oui, non, pour le cas précis dont il parle, je pense que dans les années à venir, ce type de situation-là sera plus facilement gérable. La construction d'une mosquée, par exemple, au regard du respect de la loi, ça va être plus gérable parce qu'avant, effectivement, les consulats, les pays d'origine, en général, vous avez cité l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie, c'est vrai que c'est ce qu'on appelait l'islam consulaire parce que les consulats et les conflits entre les États ou les enjeux d'État ou les intérêts d'État disons, ont phagocyté le lien que les musulmans eux-mêmes ont. Maintenant, si l'État français dit à partir de telle année, les imams non seulement sont formés ici, dans un cadre laïque, avec bien sûr toute la dimension de la foi et le respect de ce que nous enseignons, mais sans que l'argent ne vienne d'ailleurs. Il faut que la communauté s'organise elle-même. Et donc là, je pense que ça va être moins focalisant et
plus souple à gérer. Donc, avant, c'était des intérêts majeurs d'État qui ont phagocyté les liens pour construire ce type de mosquée. Et demain, ces liens-là n'étant plus autorisés, donc il y aura moins d'enjeux politiques, mais plutôt les gens vont se coordonner, s'entendre pour ça. Nous, Fayaka, c'est la chance qu'on a. Nos États africains ne se mêlent pas de notre façon de vivre ici parce que d'abord, leurs ressources propres ne leur permettent pas de subventionner ou de soutenir ou d'aider financièrement. Et donc, du coup, c'est la communauté locale avec des moyens faibles parce que la grande majorité des gens aussi qui sont de notre communauté, entre parenthèses ethniques, sont des gens qui sont dans des, globalement, à 80% dans des métiers subalternes, ne nécessitant pas, n'octroyant pas énormément de gains financiers. Donc, on a pu faire avec peu de choses, peu de moyens, on a essayé de réaliser, avec l'aide, bien sûr, d'autres frères qui peuvent peut-être, des commerçants qui nous aident lorsqu'on a, par exemple, à faire l'achat de tapis, à faire des gros travaux, ils peuvent venir soutenir, mais ce n'est pas l'argent des consulats, c'est l'argent d'ici. Et les présidents des mosquées gérées par la Fayaka ou les responsables gérés par la Fayaka de ces mosquées ne sont pas des gens qui sont dictés par le consulat du Cameroun, du Sénégal ou de chez quel pays. Ce sont les citoyens libres qui viennent en assemblée générale et qui élisent leurs responsables et sans qu'il y ait parti pris avec un consulat ou autre. Donc, c'est peut-être ça, et je pense que cet aspect-là, dans les années à venir, ça va être l'aspect dominant et peut-être ça pourra régler, apaiser en tout cas, les liens un peu conflictuels qu'on dit mosquée marocaine, mosquée algérienne, mosquée tunisienne, mosquée turque. Petit à petit, je pense, ça va avoir tendance à la disparition parce que les États n'auront plus le droit, en tout cas, de venir apporter un gain financier parce que la loi l'aura interdit. Oui, Cheikh Hadj Diop, merci infiniment. Alors peut-être je rebondis avant de donner la parole, peut-être s'il y a d'autres questions, mais il faudrait qu'on boucle dans 10 minutes, alors 5 minutes. Je rebondis un peu, Hadj Diop, sur ce que Dr Tahri avait cité tout à l'heure, la question de l'ulama au féminin, si vous voulez, ou le féminisme, de cette... Vous savez très très bien que dans la région parisienne, à Paris, il y a eu 2 mosquées, enfin, si vous voulez, dissidentes ou progressistes, telles qu'elles se présentent de toute manière, et que depuis quelques années, en tout cas depuis l'ouverture de ces 2 lieux de culte, est-ce qu'on peut les appeler mosquées? Ça, c'est une autre problématique qu'on pourra aussi discuter une prochaine fois parce qu'elle est hyper importante. Qu'est-ce qu'une mosquée? Aux yeux, et vous l'aviez rappelé au début de cette conférence, que c'est le seul bien qui appartient à Dieu et qui n'est pas, qui ne relève pas de la succession humaine ou de l'héritage humain. Donc, la problématique, si vous voulez, aujourd'hui, c'est d'avoir un discours clair chez les imams et chez les autorités religieuses en France et ailleurs, en Europe de manière générale et même dans le monde, par rapport à ces progressions, vu que ça relève aussi du lexème progressiste, progression malheureuse, heureuse ou pas, condamnable ou pas aussi. Il faut qu'on ait les responsables religieux, voire les savants religieux, les références religieuses. Vous avez cité une qui est le fondateur éponyme de la Fayaka, et on lui rend grâce à Aïssé Touré, ainsi que d'autres, peut-être la problématique qui est soulevée derrière tout cela, c'est que nos savants aujourd'hui sont inaudibles. Oui. À cause aussi de la puissance phénoménale des médias, à cause de la puissance phénoménale des réseaux sociaux, et par conséquent, le discours, et c'est une problématique qu'on doit le regarder en face, et de la manière la plus profonde, la plus claire, la plus sincère, la plus totale. Les imams, les mosquées, les institutions religieuses, voire même les instituts scientifiques, tels que l'Institut Razali, à titre d'exemple, on n'arrive pas à être audible et perçu auprès de la jeunesse, auprès des citoyens européens, parce que aussi la parole
la force de la parole des savants n'est pas aussi manifeste qu'elle devrait l'être. Donc, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette situation et plus particulièrement par rapport à ces femmes qui se proclament imams du jour au lendemain et qui avancent aujourd'hui dans les médias français notamment, voire parfois dans les médias étrangers, une critique viscérale, une critique acerbe, même vis-à-vis de la parole d'Allah. Et on est d'accord sur le plan intime et foncier de la révélation que les traditions humaines sont critiquables et c'est à notre salut de les critiquer et de les faire développer, mais quand il s'agit d'une révélation universelle des paroles d'Allah, que dit le Haj Diop là-dessus en tant que responsable religieux, en tant que directeur et peut-être même quel est votre point de vue philosophique par rapport à cette situation? Vaste question. Et c'est vrai que peut-être je ne suis pas une voix aussi autorisée que la tienne et aussi j'ai pas une pensée aussi fine que la tienne, Ben Yahya, et je le dis de façon très humble, parce que ça nécessite des années de recherche, ça nécessite de la connaissance que je n'ai pas, et que ce que je peux dire sur les femmes qui se proclament imam, chacun est libre de se proclamer ce qu'elle veut, mais ce que la communauté reconnaît cela. Et je crois que c'est ça qui est important. Donc, c'est pour ça que peut-être le Conseil national des imams, que nous sommes en train de travailler avec la Grande Mosquée, avec les musulmans de France et une autre fédération, permettra, en tous les cas, de donner un statut clair à la fonction d'imam, de donner un statut clair aux missions qui sont affectées à cette fonction et qui permettra finalement de définir quand même ce qu'est un imam. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est lié, je crois que c'est les médias. Nous sommes dans un temps où dans des sociétés de consommation. Donc, vous dites effectivement la voix des hommes de science est inaudible. Et c'est vrai, mais nous sommes dans des temps modernes où tout est aujourd'hui, maintenant et immédiatement, et rien n'est laissé à la macération des choses. Les médias ne sont pas dans ces types de logiques-là, puisqu'ils sont dans l'audimat, et l'audimat veut que ce soit des faits divers, des tas de choses comme ça. Or, la science, c'est à la fois le retrait, c'est à la fois le recul, c'est à la fois la réflexion. Donc, nous sommes dans des sociétés dites modernes, mais comme disait l'autre, science sans conscience n'est qu'en ruine de l'âme. Et on a aujourd'hui, et le rappelait bien le docteur Dari, qui disait on amène n'importe qui pour parler de l'islam ou d'autres faits de société sans que ce soit des experts ou sans qu'il y ait le minimum de retenue, d'humilité pour dire un moment, ça je sais, j'en parle, ça je ne sais pas, j'en parle pas. On est dans l'effet de mode, on est dans l'audimat absolu, et dans le maintenant et tout de suite, et c'est contraire en tout cas à ce qu'est la réflexion, ce qu'est la pensée, ce qu'est la philosophie, qui demande à vérifier, comme on disait, les hadiths, même pour les vérifier, ces hadiths, on les tient de tel, qui les tient de tel, qui les tient de tel, qui les tient de tel, donc, et qui les tient de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, toute cette chaîne-là de réflexion méthodologique et scientifique, ben, c'est incompatible avec aujourd'hui le temps d'audimat, la minute que nous accorde la télé pour parler de choses aussi profondes. Et donc, voilà, c'est difficile. Merci infiniment pour votre éclairage, Haj Diop, votre sagesse aussi qui imprime aussi cette intervention scientifique, cette intervention au vu des objectifs suprêmes et des objectifs louables de l'organisation La Faïka et de l'Institut, bien sûr, des formations des imams et des morshidas. Alors, peut-être j'ai vu une sœur qui souhaitait poser une dernière question. On a encore 3 minutes. Je crois que c'est la sœur Sarah Abada. Non? Non, je ne la vois plus.
Non. Il y a d'autres questions, docteur Dahri? Non, ça va, j'aimerais bien remercier Cheikh Diop pour la présentation. Ça a été un honneur pour nous. J'aimerais bien aussi mentionner que Cheikh Diop vient d'être nommé comme conseiller parmi les conseiller pour la coordination des organisations islamiques suisses dans le cadre de la restructuration et dans le cadre aussi de la constitution de l'International Swiss Islamic Academy. Oui, oui, Allah yabarak lak. Il y a notre Alors, il y a la sœur Abada qui souhaite poser une question. Oui. À vous la parole. Salam alaikum wa rahmatullah. Cheikh Diop, j'aurais juste une question au sujet. Pouvez-vous nous rappeler la mission axiale de l'imam? Vous aviez la mission horizontale et la mission axiale. Est-ce qu'il y aurait une différence entre… Je n'exerce pas la fonction d'imam, mais la formation me permet d'en ressentir les grosses lignes, les grandes lignes. Je pense que la notion axiale, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un guide religieux au sens du livre saint, le Coran, parce que l'imam, c'est ça, c'est un guide. Il s'appuie sur le livre saint, le Coran, et sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux repères, au point de vue horizontal, ce qui est de Dieu, c'est comme on dit dans l'adage populaire, redonnons à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César. Et donc, il incarne à la fois ces deux facettes d'une même réalité. La dimension verticale, donc qui est le livre saint, la pratique du prophète, parce que c'est de lui que tout ce qu'on n'a pas su comprendre, il nous l'a montré dans les gestes, dans sa sunna, dans sa pratique, et donc dans ses faits et gestes. Donc, il y a ces enseignements à la fois au point de vue livresque et au point de vue de la manière de faire. Voilà, ça, c'est ce que je dis, que l'imam doit se repérer sur ça d'abord. Après, il y a effectivement ce que vous appelez la vision, je crois, horizontale. Horizontale, ce sont les faits de société. Un imam, c'est ce que je disais au tout début de mon propos, n'est pas quelqu'un qui est entre le premier et le deuxième ciel. Il est sur la terre, il vit avec des humains, avec leurs forces, leur vitalité, mais aussi leurs faiblesses, leurs carences, etc. Et avec ça, il faut qu'il fasse monde. Qu'il fasse monde avec ce qui espère, ce qui désespère. Et pour cela, il a toujours la verticalité de ce qui est son rôle, mais en même temps aussi, presque j'allais dire, un psychologue pour essayer d'adapter en tout cas l'écrit qui date de 1400 ans aux réalités d'aujourd'hui, comment aussi accompagner, aider pour que ces humains-là ne s'égarent pas. Il est en fait un berger et sa mission, c'est d'éviter que le troupeau se disperse, à la fois par le livre, à la fois par la sunna, mais aussi à la fois par son intelligence qui lui permet, avec tout l'enseignement reçu, de pouvoir accompagner et guider, de manager, en tous les cas, les fidèles qui sont autour de lui, dans la paix, dans la sérénité et dans le respect de chaque conviction de ce qu'il a comme fonction d'accompagner. Merci infiniment pour votre intervention éclairante. Alors, il reste d'innombrables questions qu'on doit aussi scruter et travailler. Inch'Allah, on aura d'autres occasions. De toute manière, quel honneur que vous soyez parmi nous ce soir, vos éclairages, aussi la transposition de votre expérience, votre carrière au service de l'humanité, au service de l'humain, au service des citoyens musulmans, en France notamment, mais aussi au service de tous ces voyageurs, ces émigrés qui ont quitté leur pays, qui sont venus en Europe aussi, vers le nord parfois même dans le sens inverse, et qui sont tout le temps sous les feux du déchirement. Hein. Et votre expérience, vous l'avez rappelé au début par le biais de votre biographie, manifeste l'intérêt suprême pour nous tous aujourd'hui de travailler sur toutes les questions, sans exception, pour que nos enfants, enfin la jeunesse, les citoyens européens
qui ont cette sensibilité de l'islam, qui sont musulmans, qui sont croyants, et peu importe le degré de leur pratique, qu'on soit là aussi à la fois pour, comme dites, vous l'aviez rappelé par la mission fondamentale ou centrale de l'imam, et qu'on soit là aussi pour qu'ils ne sentent plus perdus au point où le vide s'installe, où les idéologies mortifères, les idéologies de la destruction, les idéologies de l'obscurantisme, les idéologies du radicalisme, les idéologies du combat contre la science, alors que toute la religion n'est rien d'autre qu'un océan infini de la science d'Allah ne viendrait substituer ce vide, ce potentiel que Dieu a mis dans tous nos êtres. Je vous remercie, mais vraiment, au nom du CAIOS et au nom du CRI, en présence du président Dr Dahri, en présence de tous les participants et les participantes, les étudiants, les chercheurs, les docteurs, les professeurs, les citoyens tout court, les êtres. Je finis peut-être par redonner la parole à Dr Dahri pour clore cette intervention scientifique en vous remerciant infiniment, Haj Diop, d'avoir accepté, d'avoir répondu présent. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions pour creuser davantage et lier ces ponts entre nous à travers toute l'Europe par rapport à un programme international qu'on mettra en place en partenariat, Inch'Allah, et on se soutient avec la lumière pour la lumière. J'aimerais bien remercier de nouveau Cheikh Diop et prier Dieu pour le protéger, le donner paix et sérénité pour qu'il puisse continuer son noble mission. Merci infiniment, Cheikh Diop. On attend de vous rencontrer en présentiel pour renforcer les liens de coopération parce que vous êtes quelqu'un de référence qu'il faut profiter de lui et prendre de son expérience. Merci infiniment. On vous donne rendez-vous mercredi prochain pour visioconférence de l'écrivain Karim Makhloufi sur le rôle de l'Institut religieux dans la lutte et prévention contre la délinquance juvénile, quelque chose qui a été évoqué par Cheikh Diop. Merci beaucoup et on aime que la prochaine fois on vous reçoit en présentiel. Allah yabarik Cheikh Diop, à la prochaine. Merci infiniment pour votre présence. في وداع الله. شكرا. merci. شكرا. في امان الله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا.